Bonjour à tous. Jusqu'où faut-il privatiser la sécurité publique? C'est un sujet qui peut être sensible, on va le voir dans nos échanges. Et donc pour en parler, Thierry Delville, je vais dire qu'il représente un peu le ministère de l'Intérieur, on peut le dire, puisqu'il est délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces. À ses côtés, Claude Tarlet, qui est le président, qui représente un peu les acteurs du privé en matière de sécurité, puisqu'il est président de l'Union des entreprises de sécurité privée, et que vous avez participé notamment à l'élaboration du premier livre blanc de la sécurité privée. Et puis Yassir Khazar, qui a créé Defensive Lab, spécialisé en sécurité des systèmes d'information, et la plateforme Bug Bounty Yogosha. Juste un mot déjà pour nous dire ce que c'est que cette plateforme, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Allez-y. Alors, pour la petite histoire, Yogosha, ça vient du japonais, ça veut dire défense. Et la plateforme de Bug Bounty, alors c'est un principe qui vient des États-Unis, mais qu'on a essayé de réadapter en Europe, c'est qu'on fait rentrer en relation les entreprises, les organisations avec une communauté de chercheurs en sécurité, d'éthical hackers, pour qu'ils détectent des failles de sécurité chez les entreprises. Et ces dernières vont payer à la faille détectée et non pas au temps passé pour trouver la faille. Donc voilà. Très bien. Allez, on attaque le cœur du sujet. Jusqu'où faut-il privatiser la sécurité publique? Thierry Delville, j'ai déjà envie de poser la question, après tout, mais pourquoi privatiser la sécurité publique? C'est normalement, au départ, historiquement, c'est une fonction régalienne de l'État. Les États se sont créés autour de, justement, pour battre monnaie et pour assurer la sécurité publique. Pourquoi déléguer une partie de cette sécurité à des sociétés privées? Bonjour. C'est un sujet qui n'est pas tout nouveau quand même, la délégation à la sécurité privée. Je crois que Claude Tarlet pourra certainement citer d'autres références, mais au début du 19e siècle, vous vous souvenez de Vidocq, qui a travaillé comme chef de la sûreté après une carrière, il a fini en créant une agence de sécurité privée. Et si on veut une référence peut-être un peu moins sulfureuse, on a Zola dans Le Bonheur des Dames, qui évoque aussi la sécurité des grands magasins. Et tout ça était déjà à l'époque assuré par la sécurité privée. Donc évidemment, la question, il nous revient, en tout cas en tant que représentant du ministère de l'Intérieur, comme vous le dites, je me verrais assez mal contester l'idée que la sécurité n'est pas une fonction régalienne. Je pense au contraire qu'elle l'est plus que jamais. En revanche, il y a, comme toute fonction, une nécessité de priorisation, de vision stratégique, de définition des actions sur lesquelles l'État doit appuyer tout particulièrement et directement son effort. Il y a des fonctions régaliennes et la question qui est sous-jacente à la thématique de cette table ronde, c'est plutôt qu'est-ce qui ne doit pas être privatisé, en tout cas la question que doit se poser l'État, et pourquoi? Parce qu'il aura réfléchi préalablement à des critères de criticité, des critères de souveraineté, ou en tout cas un certain nombre d'éléments et paramètres qui feront que telle fonction doit rester spécifiquement attribuée, et d'autres vont par granularité avec des conditions réglementaires de contrôle, des textes de loi, et c'est ce qui s'est passé tout au long de ces dernières décennies. On va pouvoir créer les conditions d'un marché de la sécurité, mais qui est un marché par délégation qui va quand même garder une relation forte entre l'État et les services de sécurité privée. Alors, parlons clair, qu'est-ce qui doit rester à l'État, et qu'est-ce qui peut être délégué en fonction de quels critères? Quelle est la répartition des rôles? Alors, d'abord, c'est une vision qui aujourd'hui est celle que nous constatons en France, qui ne sera pas forcément la même et ne sera pas forcément partagée par nos pays voisins ou par de grands pays étrangers. La situation et l'approche de sécurité est très différente. Il y a des pays où effectivement la sécurité n'est que assurée par les fonctions étatiques, et en clair,
En général, c'est souvent des sociétés très totalitaires. Et dans d'autres pays, on va voir apparaître et émerger des offres de sécurité sur des champs qui, par exemple, en France, ne le sont pas, dans des fonctions, par exemple, de sécurité, de patrouille patrouille dans les rues, par exemple, qui aujourd'hui, en France, ne s'appliquent pas. On peut avoir, en France, en revanche, il y a des fonctions qui sont considérées comme régaliennes et appuyées sur, bien entendu, des textes fondateurs comme le Code de procédure pénale, le Code pénal. Et il y a des choses en matière, il y a bien entendu l'enquête et la procédure pénale, par exemple, qui sont assurées par des policiers, des gendarmes. Et ces fonctions-là n'ont pas vocation, à ma connaissance, à être déléguées. On a aussi des fonctions en termes d'ordre public, les fonctions assurées pour gérer les grandes manifestations directement. Par contre, dans ces mêmes grandes manifestations d'ordre public, on l'a vu avec l'Euro de football, on va s'appuyer en termes d'environnement sur des espaces où là, les forces de l'ordre ne peuvent pas en nombre assurer suffisamment la sécurité. On va s'appuyer souvent des marchés ou dans des conditions qui auront été définies avec les acteurs de la sécurité privée, sur une interaction entre ce qui est le cœur du dispositif assuré par les forces de l'ordre et ce qui va être assuré par des services de sécurité privée. L'exemple des grands événements sportifs me vient à l'esprit. Oui, mais j'ai envie de vous dire, après tout, la France est un des pays au monde où on paye le plus d'impôts, où la dépense publique est la plus forte. Pourquoi l'État ne s'occupe pas tout seul de ces questions ? Pourquoi, quel intérêt de déléguer une partie au privé ? Et ensuite, je donnerai la parole à Claude Tarlet, rassurez-vous. Bien, tout simplement parce que la menace évolue, parce que les activités s'intensifient et que on vient d'en parler abondamment sur la menace terroriste, que la sécurité des zones où sont survenues des attaques et là où effectivement on sait qu'il y a une sensibilité particulière, nécessite d'apporter en hommes. La sécurité est souvent et encore et beaucoup considérée comme une activité humaine. Que ce soit dans les budgets du ministère de l'Intérieur, comme dans la représentation au sein du secteur privé, la sécurité est encore aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, mais et ça évolue depuis déjà 20 ans avec l'apparition de la vidéoprotection et un certain nombre de technologies, mais la sécurité, c'est avant tout assuré par les fonctions humaines. Donc, en clair, aujourd'hui, vous avez 150 000 policiers, 110 000 gendarmes. Je ne suis pas tout à fait exact et vous me pardonnerez si mes chiffres sont pas le reflet précis du budget actuel, mais il est clair que sont apparus ces services de sécurité et une montée en puissance qui fait qu'aujourd'hui, je pense, Claude, qu'on est à peu près à 190 000 ou 200 000 agents. Même plus, on a franchi les 200 000. Donc c'est qu'il y a un véritable besoin et que ce besoin, il va se décliner dans tout un ensemble de fonctions que l'État ne pourrait absolument pas assumer et que Claude va vous détailler maintenant. Alors Claude Tarlet, déjà justement précisez-nous qu'est-ce que ça représente aujourd'hui les acteurs privés de la sécurité et qu'est-ce qu'ils apportent, en quoi c'est non seulement intéressant mais même essentiel de s'adresser au privé pour assurer un certain nombre de fonctions. Tout d'abord, il faut prendre conscience de l'évolution très forte au cours des 10 dernières années de cette filière à la fois industrielle et de services qui pèse dans le pays aujourd'hui un poids économique considérable, emploie plutôt 230 000 personnes et s'inscrit aujourd'hui dans le paysage comme un véritable appui à la politique de sécurité intérieure. Je dis appui car il faut tordre le cou tout de suite à cette idée parfois répandue d'une compétition qui pourrait exister entre cette filière et l'ensemble des forces qui dépendent de l'État. Ce n'est pas du tout de cette manière que nous avons construit notre développement et que nous imaginons notre avenir. L'État ne peut plus, ne sait plus, ne veut plus ou n'a plus, dans certains cas, les moyens de faire face à un certain nombre de missions. Il y a, à l'évidence, une responsabilité forte qui est celle de maintenir les grands équilibres et l'ordre public. C'est une mission régalienne par nature et qui ne peut en aucun cas être demain confiée à une filière privée. Par contre, il est évident, et on le voit depuis les attentats et notamment à l'occasion des grands événements comme l'Euro 2016, la police, la gendarmerie, les militaires, les policiers municipaux dans les territoires ne peuvent plus seuls
assurer l'ensemble des dispositifs à la fois techniques et humains qui sont indispensables pour garantir au mieux, je dirais, le déroulement normal de ces manifestations. Et près de 10 000 personnes, au cours de l'Euro 2016, ont été engagées sur le terrain pour assurer principalement des missions de filtrage, de contrôle, de palpation. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné une accélération de la féminisation du secteur, qui était relativement faible dans notre pays. Et puis, à côté de cette présence humaine très forte, on voit des acteurs qui imaginent, conçoivent, développent des systèmes. Bien évidemment, on parle de ce qui est le plus fréquent, l'image, la vidéo, mais on voit se développer aujourd'hui des outils beaucoup plus complexes, beaucoup plus sophistiqués, et qui vont faire partie demain de l'environnement global des solutions de sécurité. Et au cœur de tout cela, il y aura des acteurs industriels ou des acteurs de services qui apporteront cette réponse. Pourquoi donc faut-il faire appel à cette filière? Tout simplement parce qu'elle répond aujourd'hui à un besoin qui est un besoin de la société française et qu'elle va jouer un rôle citoyen fondamental dans la construction de la politique de sécurité intérieure du pays. Ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que la filière de la sécurité privée ne peut pas être considérée comme une bulle indépendante, totalement déconnectée de la politique globale de sécurité du pays. Et c'est là où nous avons un enjeu culturel considérable, car dans notre histoire, dans notre tradition, la présence de cette filière autour de la table, aux côtés à la fois des forces de police, de gendarmerie, de l'armée, des services de renseignement, de la police municipale, de la sécurité civile, n'est pas acquise spontanément. On lui reconnaît une grande capacité opérationnelle et une capacité à faire face à des enjeux. Mais on ne lui reconnaît pas nécessairement toute la légitimité à laquelle elle peut prétendre, compte tenu du rôle essentiel qu'elle joue. Et c'est sur ce terrain-là que nous devons continuer à avancer, en créant essentiellement de la confiance avec l'opinion publique. Notre organisation a publié la semaine dernière un sondage en lien avec l'IFOP qui a montré que l'opinion publique, aujourd'hui, à plus de 70%, perçoit de manière positive le rôle des activités privées de sécurité. Elle en comprend un peu mieux le sens. Spontanément d'ailleurs, plus de la moitié de l'opinion considère que l'ordre public doit rester clairement entre les mains de l'État et que l'extension du secteur privé doit être maîtrisée et contrôlée. Mais on voit bien qu'il y a une tendance naturelle et que cette tendance naturelle a besoin aujourd'hui, d'être parfaitement légitimée, et deux, que le vrai débat pour cette filière, dans une relation bien comprise avec l'État, c'est de gagner en effet le citoyen. Alors, on comprend bien qu'il y a, selon vous, un vrai besoin auquel le privé doit répondre, mais est-ce que le privé, j'allais dire, est à la hauteur? Est-ce qu'en termes de formation, est-ce qu'on peut faire confiance pour aller aussi vite au secteur privé pour remplir ce rôle donc d'aide, si je puis dire, au public? Sommes-nous tous collectivement à la hauteur devant la menace qui est celle que nous devons vivre, et sommes-nous tous convaincus que l'ensemble des moyens mis en œuvre à la fois par l'État et la filière sont au niveau exigé? Je crois que nous devons tous avoir l'humilité de répondre que beaucoup de progrès sont nécessaires partout. On regarde évidemment la filière privée d'une manière un peu particulière, puisque c'est un secteur marchand, et que dans notre culture, on a une grande résistance à confier à un secteur marchand la responsabilité de missions de sécurité, surtout lorsqu'on parle du citoyen. Je rappellerai simplement qu'à travers la Fédération française des activités privées de sécurité, qui regroupe, je le dis ici rapidement, à la fois les métiers de l'intelligence, les métiers du transport de valeur, le cash est aussi une donnée très importante dans la situation que nous vivons, la sûreté portuaire, aéroportuaire, celle des infrastructures critiques, l'ensemble des métiers de technologie qui vont de la vidéo jusqu'à l'intelligence artificielle, avec le développement aujourd'hui de solutions, avec les drones et un certain nombre d'applications extrêmement ouvertes. La surveillance humaine, 180 000 en effet salariés à elle toute seule.
des métiers peut-être émergents et nouveaux demain. On rappelait tout à l'heure, et à juste titre, qu'on tente de premières expériences, par exemple, dans la région normande, pour confier à des entreprises privées le soin d'organiser dans des véhicules radars, affectés par l'État, un certain nombre de missions. Mais on parle aussi de mettre devant des infrastructures critiques demain et sous contrôle des équipes spécialisées avec des agents armés. Bon, bref, on voit bien que le spectre est extrêmement large. Et pourquoi faut-il aller dans cette voie et considérer que la confiance peut en effet exister? Tout simplement parce que l'ensemble de cette filière est depuis 2012 placée, et de manière volontaire, avec l'accompagnement très efficace de la profession sous le contrôle d'un organe qui s'appelle le Conseil national des activités privées de sécurité, qui fait un travail de régulation et de contrôle. C'est un des rares métiers qui dispose, indépendamment de l'inspection du travail, de son propre corps de contrôle. Plus d'une centaine de personnes qui, sur le terrain, quotidiennement, vérifient que ces entreprises respectent à la fois des principes d'éthique, des principes de déontologie, et sont attachées à leurs compétences. Deuxième axe, il faut créer véritablement un institut de formation au métier de la sécurité privée. Il existe une école nationale pour la police, pour la gendarmerie, les militaires ont leur propre centre de formation, la police municipale est dans le même, évidemment, contexte. Il est urgent que l'ensemble de cette filière ait sous le contrôle de l'État un institut de formation qui prépare des femmes et des hommes à ces nouveaux métiers et qui offre des perspectives d'avenir. Donc il faut que cette filière qui va se développer le fasse dans l'ordre, dans une relation bien comprise avec l'État et avec le citoyen, et qu'aux yeux de l'opinion, elle apparaisse aussi comme une filière qui ouvre des perspectives d'emploi et permette à des jeunes, demain, d'y faire une vraie carrière. Yassir Khazar, comment voyez-vous, vous, cette coopération et ce rôle respectif de l'État et du privé en matière de sécurité? C'est un vaste sujet, comme ça a été évoqué avant. J'aimerais quand même rebondir sur un petit mot-clé qui a été prononcé en filigrane et qui me semble être clé pour la suite de toute cette discussion, qui est celui de la confiance. Parce que c'est un enjeu aujourd'hui primordial. Moi, j'adore regarder les définitions des mots et les chercher. Et je me suis amusé à chercher depuis pas mal d'années la définition du mot confiance. Et quand on regarde de très près ce terme, la confiance signifie accepter d'être vulnérable. C'est ça, la confiance. C'est ce qu'on fait quand on s'associe avec quelqu'un. On sait qu'il peut signer des documents dans notre dos, nous faire un coup de travers, mais on accepte ce risque-là et on décide d'avancer. Et je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'on est tous vulnérables, aussi bien le privé que le public. Mais il faut collaborer pour avancer. Il faut accepter ce risque-là, il ne faut plus se voiler la face et se dire qu'on a une sécurité qui est 100% opérationnelle ou ce genre de choses. Donc sur la question de est-ce que le privé est plus performant, je ne pense pas qu'il faut chercher s'il est plus performant ou moins performant, mais plutôt qu'est-ce qu'il peut apporter et quelles sont ses limites. Alors, c'est la question. Je vais y arriver. Il faut du temps, ça a été pris avant. C'est un sujet très, très complexe. Vous avez raison. Et pas compliqué. La discussion entre le privé et le public, c'est une discussion qui date de très longtemps. À savoir, d'un côté, on peut avoir une vision dans laquelle on va voir que le service public, toute la démocratie peut être recentré autour du service public, et de l'autre côté, on peut imaginer d'autres courants de pensée dans lesquels on va considérer qu'il faut plutôt avoir du privé pour chercher de la flexibilité maximale, pour optimiser les coûts, etc. La vérité dans le terrain se trouvant un petit peu entre les deux dans cette combinaison qu'on peut avoir. Un point qu'il faut bien comprendre pour répondre à la question qui est en train de se poser, et moi je vais faire plutôt un zoom sur la partie digitale de notre quotidien, qui a son importance dans la sécurité, c'est que la notion d'État en elle-même est en train peut-être d'être challengée. La notion d'État telle qu'on l'a connue, elle est assez jeune, le 15e siècle peut-être, c'est la première fois qu'un Machiavel a commencé à parler de status tel qu'on le connaît, avec cette idée d'avoir un certain nombre de gens reliés dans un territoire avec des institutions communes, ce genre de choses. Aujourd'hui, dans les faits, ce qui est en train de se passer, et ça traverse aussi le privé, on voit qu'avec la digitalisation de notre quotidien, on se retrouve avec des territoires qui nous échappent, on se retrouve avec des cultures qui nous échappent, on se retrouve avec des monnaies qui nous échappent, on se retrouve avec des objets connectés qui changent quand même la donne, puisque quand on regarde par exemple les objets connectés avec lesquels notre quotidien est équipé de plus en plus, c'est quoi les objets connectés? Moi j'aime bien la définition encore une fois de Jeremy Rifkin, c'est la rencontre du monde des digits
et du monde des atomes. C'est-à-dire qu'on va connecter son téléphone avec sa chaudière, qu'on va connecter son tablette avec le distributeur, je ne sais pas, de canettes, etc., etc. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de cumuler les failles du monde physique avec les failles du monde digital. Et donc, ça augmente considérablement la surface d'attaque potentielle et ça change la donne. On n'est plus du tout dans un cas de figure où il faut du renseignement humain, mais on va aller plus loin. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir la capacité de contrôler tous ces points d'accès en ligne, par exemple. On a des cas de figure, je pense que tout le monde ici, j'espère en tout cas, dans la salle a entendu parler des ransomware qui ont immobilisé des usines, des attaques contre des smart grids, contre des réseaux électriques. Donc on voit bien, les voitures autonomes par exemple, il y a de grandes questions autour des voitures autonomes. Donc on voit bien que le problème devient beaucoup plus large et prend une dimension qui nécessite de s'appuyer sur d'autres compétences qui ne sont pas forcément locales, qui peuvent se trouver à l'extérieur, de trouver de nouveaux partenariats avec le privé. Mais pour répondre à une question, si on prend par exemple juste dans le monde de la cybersécurité en tant que tel, parce que c'est le milieu que je connais le mieux, on a aujourd'hui une pénurie en termes de profil de 75%. Il y a un manque à gagner de 75%. Ça veut dire que c'est une pénurie structurelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on va régler en 2 ans en faisant des formations et des labels. C'est quelque chose qui est sur le long terme, mais en attendant, ça veut dire qu'il faut s'appuyer, prendre toutes les bonnes volontés existantes pour pouvoir construire un maillage qui est capable d'adresser les problèmes que je viens de citer à l'instant T. Merci pour la transition. Justement, je voulais y venir. Effectivement, c'est le numérique. Thierry Delville, comment justement là imaginer les bonnes relations, aussi bien en termes d'action qu'en termes d'échange d'informations entre le public et le privé? Alors dans le champ de la sécurité publique au sens entendu, au sens large, c'est relativement récent. C'est-à-dire que évidemment la sécurité, je disais tout à l'heure, était par nature plutôt une activité humaine, elle l'est encore dans les faits budgétaires. Quand on voit à travers l'évolution de la police technique et scientifique et plus récemment des technologies de la sécurité, il y a une prise vraiment en compte de ce phénomène et de l'évolution à travers aussi la cybersécurité. Et on est, je dirais, la représentation la plus voyante et la plus éclatante qu'une transformation de la société appelle forcément à une transformation aussi des institutions qui en assurent la sécurité. C'est pour ça qu'il était important de créer une filière industrielle de sécurité où l'État joue un rôle. Un comité de filière a été installé en 2013. On réunit... D'abord, on ne savait même pas ce qu'était cette filière de sécurité il y a encore 2-3 ans. On a cartographié, on a commencé à mettre autour de la table et effectivement, Claude Tarlet en a parlé, il importe que les services de sécurité qu'il représente travaillent avec ces industries parce qu'effectivement, on voit à travers la transformation numérique de la société que les acteurs de la sécurité, et y compris les acteurs de la sécurité privée, sont amenés nécessairement à évoluer. Là où l'État doit évidemment se positionner, c'est comment il va continuer à avoir cette fonction de contrôle, de soutien, d'impulsion, mais de contrôle, parce que c'est absolument nécessaire, sinon la sécurité lui échapperait et le risque est quand même réel, de voir, un peu paradoxalement, prenons un immeuble d'une entreprise importante, on va avoir un maître chien et les gens qui assurent le filtrage à l'entrée de la sécurité physique, qui eux vont faire une formation, sont des gens qui auront été contrôlés, qui sont employés dans des conditions suivies par le CNAPS, comme c'est indiqué tout à l'heure, et des acteurs à l'intérieur avec un réseau informatique qui contient les données les plus sensibles et les plus importantes pour la survie de l'entreprise. Si on les perd, c'est très rapidement. Des récentes attaques WannaCry et NotPetya qu'on a vécues il y a quelques mois ont mis presque un genou à terre à des entreprises importantes à travers le monde et également en Europe. Donc on aurait ce paradoxe d'avoir des gens qui sont dans la fonction de sécurité physique qui sont contrôlés et à l'intérieur des agents des systèmes d'information qui sont monitorés par des entreprises de sécurité et de cybersécurité qui ne le sont absolument pas.
Donc ça va forcément, dans les années à venir, nous amener à réfléchir sur le positionnement de l'État, sur la manière dont on assure la régulation de ces sujets, en le faisant évidemment non pas dans une logique de mainmise, mais dans une logique de confiance. Parce que c'est vraiment là aussi, je rejoins complètement ce que disait M. Cazard, c'est le maître mot. La technologie de sécurité ne peut être comprise par le grand public, par le chef d'entreprise, par les salariés, que si elle est expliquée dans ses finalités. Si mettre des caméras dans un hall et voir les gens entrer et sortir, ça ne fait pas forcément plaisir si ça n'existait pas avant, mais si on estime et si on explique pourquoi ça apporte un plus, mettre un dispositif de cybersécurité qui nécessairement va monitorer tous les trafics et les flux du réseau interne à l'entreprise, ça permet de se protéger, il faut l'expliquer, etc., etc. Je crois que la confiance, elle passe par cela. Donc ça veut dire développer une vraie culture de la sécurité. On voit aussi, au-delà du terrorisme, à ce qui était évoqué à la fin de la table ronde précédente. Et puis, travailler véritablement étroitement avec les industriels, les acteurs économiques globalement de la sécurité, pour faire en sorte qu'on ne croit pas que parce qu'une technologie arrive, elle va pouvoir s'intégrer comme ça directement. Le marché n'est pas le time to market, si vous me permettez cet anglicisme, n'est pas automatique dans la sécurité. Il faut en passer par une phase d'acceptation sociétale, une acceptation juridique, et ce qui fait souvent la différence, si vous voulez, si vous me permettez, mais je ne veux pas non plus que ce soit vécu entendu caricaturalement, mais c'est ce qui fait la grande différence, selon moi, entre les technologies de sécurité et certaines technologies de défense, où là, on est dans un monde plus fermé qui a vocation à faire la guerre. Et ça, je pense que c'est vraiment la particularité du travail qui est mené depuis quelques années sous l'impulsion de l'État et des acteurs économiques qui travaillent vraiment avec nous ardemment sur ces sujets. Mais face à ces attaques informatiques, on l'a vu, il y a eu des exemples qui peuvent viser des grandes entreprises, qui peuvent viser également éventuellement des organismes d'État. Cette coopération, elle existe déjà, elle fonctionne et toujours pareil, là aussi, comment ça s'organise, quelle peut être la répartition des rôles entre l'État et le privé, notamment les grandes entreprises, les services de sécurité des grandes entreprises privées? Alors, je peux vous parler plutôt de la filière industrielle et de la partie, et peut-être que Claude Tarlet évoquera le sujet des entreprises de sécurité, dans ce travail que nous menons sur quelles sont les technologies aujourd'hui dont le marché de la sécurité, qu'il soit public ou privé, a besoin, et quelles sont les solutions qu'il faut commencer à anticiper, parce qu'on voit arriver des concepts nouveaux, la ville intelligente. La ville intelligente, Smart City, c'est le maître mot. C'est effectivement ce que vous disiez à l'instant, c'est tout connecté, interface entre le numérique et le monde physique. C'est les lampadaires qui sont connectés, c'est les panneaux de signalisation, c'est les rues qui sont réadaptées pour faire passer à terme des véhicules autonomes. C'est donc évidemment une surface d'attaque considérable. Oui, donc la possibilité que tout ça soit attaqué, saboté. Tout ça soit effectivement mis à... Et donc ça veut dire que Smart City sans Safe City, il y a peu de chances qu'on y arrive. Et donc nous, on doit travailler avec les acteurs de la Smart City pour faire en sorte que Safe City, ça ne vienne pas après, ça vienne en même temps. C'est by design. C'est ce que les concepts sont un peu anglais, souvent on a un peu des anglicismes dans ce domaine, mais dès le départ, il faut penser sécurité, sûreté. Parce que ça évitera, excusez-moi là aussi l'image un peu caricaturale, mais de faire du jetable. Si vous achetez un objet connecté pour des fonctions importantes dans votre entreprise et que vous n'avez pas la garantie que ce dispositif ne sera pas piraté par n'importe quel étudiant en première année d'ingénieur ou n'importe quel gamin un peu astucieux. Je vais vous donner un exemple qui m'est personnel. Sur une terrasse d'un immeuble où j'habite, il a été nécessaire d'avoir une carte avec un système
de contrôle d'un système où chaque propriétaire ou locataire a une carte pour accéder à cette terrasse. Eh bien, mon fils m'a montré comment on arrive avec un système téléchargeable sur Internet à intercepter le signal entre la carte et la console, et il a répliqué une carte, ça lui a coûté, je crois, 20 €. Voilà. Donc, c'est pas pour autant qu'il en a fait un usage frauduleux, je vous rassure, mais c'est très simplement la démonstration que tous nos dispositifs, s'ils ne prennent pas par défaut ces conditions de sécurité, si le signal entre la carte et la console que j'indiquais, il était simplement chiffré, mais basiquement, il faudrait déjà des heures, des jours, des années pour commencer à casser chiffres, etc. etc. Vous voyez, c'est des choses simples, mais ces technologies-là, il faut vraiment qu'on arrive à les affermir et qu'on arrive à mettre sur le marché des technologies de confiance, parce qu'on sait qu'on ne sera pas, d'abord on ne s'est pas trompé en les achetant, et d'autre part, on a l'assurance que n'importe qui ne pourra pas trahir cet investissement. Claude Tarlet, Yassir Kassar, sur cette même question de cybersécurité. Pourquoi nous interrogeons-nous autant? Tout simplement, bien évidemment, parce que la société est menacée et que nous sommes globalement exposés à de nouveaux risques, mais aussi parce que tous nos repères, tous nos modèles explosent. Et aujourd'hui, quand on essaie de réfléchir ensemble, à la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée, à la manière de co-construire des solutions, on est obligé de faire un constat très simple, c'est que l'accélération du développement des technologies, l'imagination des solutions qui apparaissent, conduisent les uns et les autres à être en permanence en position de recherche, par anticipation, pour lutter contre toutes les attaques qui vont se manifester quasiment dans le même temps et qui vont détruire l'impact positif de toutes ces évolutions. Et c'est ce qui rend d'ailleurs l'exercice extrêmement difficile. Dans les entreprises aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de pédagogie. Je crois intimement, pour animer le comité sécurité au MEDEF en France, que nous avons besoin de faire partager aux dirigeants de notre industrie et de notre économie un certain nombre de réflexions sur la vulnérabilité à la fois de leurs infrastructures, de leur production, de leur savoir, et donc des conditions dans lesquelles ils font intervenir des femmes et des hommes. Nous avons besoin de modifier profondément notre regard sur la façon dont le citoyen lui-même peut être un acteur fondamental de toute stratégie de sécurité. On peut essayer d'assembler tous les experts que l'on souhaite, aussi bien dans la filière publique que dans la filière privée, si on ne crée pas dans le pays une conscience collective que la lutte contre, en effet, la menace passe par un engagement différent comme citoyen au quotidien, dans le regard que l'on peut avoir sur son environnement, sur la manière dont on peut effectivement participer à la détection d'un certain nombre de situations, on ne peut pas obtenir le résultat. Et c'est l'enjeu. Et c'est la raison pour laquelle je pense, et je reviens sur une idée qui a déjà été exprimée ici, qu'il est indispensable de créer des conditions pour que les différents acteurs de la chaîne de sécurité intérieure ne se comportent pas en addition simplement de leurs compétences respectives, mais se comportent en acteurs responsables qui imaginent ensemble, chacun dans le respect de leurs prérogatives, à l'État, à l'ordre public et les grands équilibres de sécurité, à la filière industrielle et services, les solutions qui permettent en appui d'imaginer l'avenir. Et puis il faut un grand secteur industriel qui innove, anticipe, mais conscient du rôle qu'il joue, pas simplement dans son business, mais dans la stratégie globale de sécurité du pays. De ce point de vue, on voit bien qu'il va falloir travailler beaucoup ensemble, et que cela passe par, là aussi, pour le politique, une imagination différente de ce que doit être la réponse en matière de sécurité. Nous devons être ni angéliques, ni anxiogènes, certainement pas dans l'émotion, même si les drames sont évidemment brûlants. Nous devons avoir une vraie stratégie à moyen et long terme, dans laquelle on convient qu'il y a à la fois un acteur public qui est le garant fondamental et un acteur privé qui va s'imposer comme un secteur
à la fois en capacité de produire des solutions et surtout d'assurer des emplois dans la durée à une opinion qui, à partir de ce moment-là, comprendra davantage l'intérêt de le soutenir. Donc c'est vraiment à la croisée des chemins, et il est évident que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on peut aimer, on peut détester cette vision neuve de l'équilibre entre la sécurité publique et la sécurité privée, mais c'est irréversible. Et je suis de ceux qui, avec mes amis, considèrent qu'il vaut mieux être dans le camp de ceux qui co-construisent et préparent l'avenir, plutôt que dans le camp de ceux qui regardent cela comme si c'était un véritable poison, alors que c'est vraisemblablement une des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Yasser Khazar. Alors, je vais essayer peut-être de répondre à la question qui est revenue à plusieurs reprises de comment en fait les rôles peuvent se répartir de manière très concrète, en donnant des exemples très simples. Alors ça ne sera pas exhaustif parce qu'il y a beaucoup de champs, mais si par exemple on prend le rôle de l'État, on l'a dit depuis un petit moment, c'est la régulation. Le rôle de l'État, c'est de s'assurer qu'il y a des lois qui rentrent en vigueur, qu'il y a des règlements, qu'il y ait des standards, qu'il y ait une cartographie des acteurs qui existent pour s'assurer qu'un acteur qui dit qu'il est capable de proposer un service de sécurité respecte un minimum de standards. Il y a des organes étatiques qui existent. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui aide pas mal d'acteurs privés à se sécuriser. Il y a la sensibilisation, ça fait partie du rôle de l'État, sensibiliser les citoyens, sensibiliser les acteurs privés aussi. Il y a un rôle de l'État qui est celui de protéger son propre patrimoine, donc le patrimoine des citoyens. Donc l'État doit se donner les moyens à travers un budget. Cela suppose néanmoins que les citoyens sont conscients qu'il faut qu'il y ait un budget nécessaire pour pouvoir faire ce travail-là, mais ça vient, ce travail-là peut être complété par des appels à du privé pour venir prendre en certaines parties en charge des services. Donc l'État achète des services auprès de privés pour travailler. Alors on peut avoir aussi le volet renseignement ou collaboration qui peut aller plus loin, ou avec des acteurs qui sont habilités pour prendre en compte certaines missions et pas d'autres. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'État. Pour ce qui est du privé, il y a un marché qui existe de la sécurité en tant que tel, dans lequel les entreprises ou les citoyens peuvent acheter des prestations au quotidien, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Encore une fois, là, l'enjeu vital, c'est de s'assurer qu'on ne va pas se retrouver dans un marché totalement opportuniste dans lequel, je caricature, mais quelqu'un qui vendait des poissons se réclame du jour au lendemain, spécialiste en cybersécurité, et commence à vendre des prestations à du privé ou à du citoyen parce que les enjeux, déjà dans l'absolu parce que moralement ça pose de gros problèmes, mais aussi parce qu'aujourd'hui les enjeux sont importants. Il y a aussi un autre volet pour aller sur ce terrain qui est le terrain de manière pragmatique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est le sujet qui fâche, je vais le mettre entre guillemets parce que c'est un terme qui pose beaucoup de problèmes, qui est très problématique, c'est celui de la souveraineté. Pour moi, personnellement, on ne peut parler de souveraineté que s'il y a 4 dimensions qui sont maîtrisées. Si on maîtrise l'humain, si on maîtrise le logiciel, si on maîtrise la donnée et si on maîtrise le matériel. On ne peut pas être souverain, en tout cas sur la partie digitale, si une de ces composantes-là nous échappe, ou en tout cas sur laquelle on n'a pas un grand niveau de transparence, ou en tout cas on n'a pas accès aux spécifications, ou ce genre de choses. Et ça pose un problème, c'est-à-dire on peut très bien s'équiper par les meilleures technologies, benchmarker tout ce qu'on veut en termes de sécurité. Si on ne connaît pas le fonctionnement de l'outil, si on n'a pas accès aux spécifications, pour des raisons évidentes que j'imagine tout le monde connaît là, ça va poser de grands problèmes par la suite parce qu'on n'est pas assuré, vu le contexte géopolitique mondial, qu'il n'y a pas une porte dérobée derrière, qu'il n'y a pas une backdoor, qu'on n'a pas glissé un trojan dedans qui va permettre de surveiller ou de faire une action malveillante. Voilà pour un peu aller sur un terrain plus pragmatique. Alors peut-être avant de donner la parole à la salle, une question sur les données publiques, l'open data. Sur ce genre de questions, jusqu'où, qu'est-ce que l'État peut communiquer à des acteurs privés, à des entreprises, dont il est en principe le détenteur? Est-ce qu'il faut clairement ouvrir les données publiques ou quelles sont les limites? Alors, poser la question de l'open data à un représentant du ministère de l'Intérieur, c'est pas forcément... Bon courage. Bon, je vais vous faire une réponse qui n'engage là en l'occurrence plutôt que
celui qui a travaillé pendant une quinzaine d'années à la tête d'un certain nombre de services des systèmes d'information de la police. C'est vrai que l'open data pose, par principe, il y a une vraie valorisation à ouvrir et c'est absolument nécessaire de réfléchir à la qualification et à la qualité des données que l'on peut céder au grand public, parce que derrière, il y a une offre de service, et ça rejoint la thématique de la table ronde, c'est une offre de service qui s'ouvre nécessairement quand l'État ouvre ses données. En contrepartie, il ne faut pas qu'il ouvre trop et que la fragilisation qui pourrait résulter de ces données puisse lui être reprochée. Donc c'est un équilibre permanent. On est si vous voulez, prenons des exemples. Et puis aujourd'hui, le problème des outils, c'est ouvrir les données à l'heure du big data n'est pas ouvrir les données avant cette ère qui ne date pas d'il y a si longtemps, mais il y a moins de 10 ans. Prenez une donnée anonymisée que l'on va céder dans le champ de la criminalité, recoupée avec des données de, je ne sais pas moi, d'un grand opérateur de l'énergie ou de données d'une collectivité locale. Elles ont beau être anonymisées parce qu'on a enlevé les informations relatives aux noms et prénoms, elles vont nécessairement être beaucoup plus lisibles et à titre, je dirais, et on va très, très rapidement arriver à des qualifications individuelles, à des identifications dans une région de France qui est plutôt composée d'une zone pavillonnaire par rapport à une zone comme Paris. Et donc la représentation de ces informations doit être extrêmement mesurée. Je ne vais pas vous faire un long discours, mais j'y ai beaucoup travaillé il y a des années sur les fichiers de police et sur leur sensibilité, sur les discours que nous avons eus, Guy Parer s'en souvient, avec la CNIL, sur un certain nombre de grandes applications de police. Il ne faudrait pas que... Voilà, en tout cas, pour ce qui se rapporte au ministère de l'Intérieur, on a toujours ça à l'esprit. En revanche, il est incontestable que l'ouverture des données qui ne pose pas ce type de difficulté doit favoriser l'émergence de services et c'est le cas dans les faits. Mais là, je pense que le DINSIC, M. Verdier ou d'autres, effectivement, seraient bien mieux à même de pouvoir donner un panorama des bénéfices tirés de l'ouverture et de l'open data depuis des années. Alors, moi, pour avoir travaillé sur cette problématique d'open data, c'est clair que le problème posé il y a quelques années n'est plus du tout le même là maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la capacité à agréger des données de manière phénoménale, puisque il se pose la question de, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut rendre public et qu'est-ce qu'on ne le peut pas, sans aller jusqu'à des choses qui peuvent être secrètes. On peut juste penser à des problématiques de santé, sur lesquelles se posent des questions de jusqu'où on va aller donner accès ou pas. En fait, une manière de traiter ce problème-là, mais il faut garder en tête que l'open data, ça reste un rapport de force entre peut-être des forces civiles qui vont essayer d'avoir accès à des données et un État ou des institutions qui vont essayer de maîtriser ce processus au maximum. Et c'est un exercice très sain, hein. C'est juste naturel, c'est juste qu'on retrouve ça dans la réalité, mais on va le retrouver encore dans le digital. Mais une manière de traiter le problème, c'est de traiter le processus qui permet de rendre public les datas et de le rendre lui-même transparent. Et c'est ce qui fait que l'État s'engage à respecter un processus et à déterminer avec les forces civiles les critères selon lesquels on pourrait ou pas rendre public, parce que sinon on peut passer un temps considérable à échanger sur la data et est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça ne l'est pas. Après, juste pour rappeler, l'open data, c'est pas sorti de nulle part. C'est sorti durant l'administration Obama, si je ne dis pas de bêtises. C'est là où ça a été lancé, ça a été un grand mouvement, ça a rendu pas mal de services, ça a permis le déploiement de pas mal de services, des fois citoyens, de hackathons qui ont permis de rendre service aux citoyens de manière concrète. Donc la technologie, pour moi, c'est toujours à double usage, hein. Ça peut être aussi bien l'antidote que le poison. C'est plus l'utilisation de l'humain, en fait, qui va plutôt conditionner la technologie. Donc de la même manière que ça peut être utilisé de manière très intelligente par les citoyens et ça peut rendre service, ça peut aussi être quelque chose qui est utilisé pour déstabiliser un pays, parce que si vous avez accès à ses finances ou à l'utilisation des budgets publics,
on peut très bien créer des polémiques autour de ça et semer la zizanie dans un pays, par exemple. Claude Tarlet. Rapidement, pour créer de la confiance, c'est un des points que nous avons évoqués, que ce soit pour les solutions techniques ou les solutions humaines, et pour relever finalement, lorsqu'on parle de la filière privée, un défi qui est celui de l'éthique, qui est celui de la compétence, qui est celui de la transparence. Il y a un phénomène que nous observons depuis déjà quelques années, mais qui est en accélération permanente, c'est justement cette culture partagée entre les forces traditionnelles de l'État, police, gendarmes, militaires, services de renseignement, et le monde de l'entreprise privée. Il y a de plus en plus de connexions et de personnalités venant du monde public qui irriguent aujourd'hui le management d'un certain nombre d'acteurs privés ou qui viennent y apporter de l'expertise, de l'éthique, du management opérationnel, bref, des process qui contribuent à ce que la culture qui est née dans la sphère publique se diffuse de manière adaptée dans la sphère privée. Et c'est cette fertilisation, je dirais, un peu croisée des savoirs, des compétences, qui créera une vraie dynamique de co-construction et dans l'opinion publique, la confiance qui est en effet la condition fondamentale. Merci. Il doit nous rester quelques minutes pour des questions. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir, poser une question sur l'ensemble des problématiques qu'on a évoquées? Oui, il y a des... Alors attendez, je ne sais pas s'il y a un micro... Oui, si, voilà, ça descend ici. Levez bien la main parce que je ne suis pas sûr que la... Voilà, madame. Allez-y. Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir quelle confiance peut-il y avoir lorsque, par exemple, des ambassades délèguent, pour exemple, à TLS Contact, la demande de passeport et de visa, et que ceux-ci sont acceptés ou refusés sans aucune transparence. Je fais justement allusion à une grande polémique récente qui continue à propos de l'ambassade de France en Algérie qui a délégué à TLS Contact la gestion des demandes de visa et de passeport, et ceux-ci sont attribués de manière, on va dire, assez opaque, et les usagers, les voyageurs qui souhaitent bouger d'un pays à l'autre ont lancé une pétition. Alors, je m'étonnais, parce que je ne savais pas, que la France délègue à des services privés la gestion de l'entrée sur son territoire. Ça pose problème. Merci. Thierry Delville, il n'y a que vous qui pouvez répondre, me semble-t-il. Écoutez, là, je vous avoue ne pas connaître ce cas de figure, donc je vais être assez en difficulté pour vous répondre, mais il est clair que dans le cas que vous évoquez, si des agents sont employés pour suppléer dans les consulats ou dans les ambassades, j'imagine que ça se fait sous le contrôle d'agents publics et que plutôt que de s'adresser à la société, c'est plutôt à l'ambassade elle-même qu'il convient de faire part de ce que vous semblez indiquer comme un dysfonctionnement, manifestement. Donc je n'ai pas véritablement j'ai pas connaissance, si vous voulez, de l'état de l'externalisation en quantité et au plan international des activités de délivrance de titres. Je ne dis pas que ça ne peut pas évidemment exister, puisque vous en faites la démonstration pour ce qui est de l'Algérie. En revanche, la seule chose dont je suis certain, c'est que logiquement, ça repose sur des marchés publics, et que ces marchés publics ont des clauses qui renvoient à qui sont en général donc des marchés publics et donc consultables aussi, et qui renvoient à des règles de fonctionnement et de gouvernance de l'exécution du dit marché. Voilà, c'est une réponse, excusez-moi, qui est un peu juridique et très générale, mais c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir identifier quel est celui qui peut écouter vos doléances et les prendre en compte pour l'exécution de cette procédure. Je suis désolé, je ne connais pas le marché ni la situation à l'ambassade d'Algérie. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question dans le même... voilà, juste à côté. Monsieur.
Bonjour. Alors, je suis surpris dans votre démonstration que la question de l'usage légitime de la violence ne soit pas abordée. Parce que quand il est question de sécurité et de savoir qu'est-ce qui relève du privé ou qu'est-ce qui relève de l'État, il y a évidemment la question de l'autorité du personnel de sécurité et notamment de son recours à l'usage légitime de la violence, qui aujourd'hui revient seulement à l'État. Et puisque la question centrale semble être celle de la confiance, et dans la définition, et si on accepte la définition que vous en faisiez, savoir accepter d'être vulnérable, je pense que les citoyens aujourd'hui doivent être interrogés et ont leur mot à dire sur quelle autorité ils acceptent, parce que accepter de subir des violences de la part des forces de l'ordre, c'est une chose qui est déjà questionnée, c'est déjà un sujet de société, mais tout d'un coup, quand ça devient par un acteur privé, voilà, et je parle évidemment de petits détails comme des plus grands, mais des ordres qu'on peut recevoir d'agents de sécurité privés, des contrôles physiques, parfois un peu poussés. Voilà. Et voilà, je voudrais vous interroger là-dessus. Question philosophique, oui. Oui, c'est très clairement une question à laquelle je vais répondre. L'État détient seul le monopole de la violence légitime. Il n'est absolument pas question pour les professionnels de la sécurité privée de revendiquer sur ce terrain quoi que ce soit. Pour que ce soit clair, nous considérons que, de ce point de vue, le marqueur doit être clair. Alors ensuite, ces entreprises, notamment lorsqu'elles emploient du personnel, interviennent bien évidemment pour assurer des missions de prévention ou de contrôle. Et elles interviennent dans le cadre là aussi de marché conclus avec leurs clients. Et bien souvent, la mission est définie par des procédures qui doivent être respectées. Et là encore, il faut qu'elles le soient avec éthique et responsabilité. Et la profession qui emploie 200 000 personnes aujourd'hui, je parle de celle qui est présente physiquement dans les entreprises et que le citoyen peut donc à la fois observer quand il est consommateur dans des espaces ouverts au public ou qu'il peut observer lorsqu'il travaille lui-même dans une unité qui est sous contrôle, la mission doit être effectuée avec rigueur et respect. Et lorsqu'il y a des comportements qui sont déviants, et cela est arrivé, et cela continue à arriver, comme cela peut arriver dans tous les domaines et dans tous les milieux, ils doivent être identifiés et sanctionnés. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a été, avec l'appui de la profession, mis en place en 2012 pour faire ce travail important. Plus de 3000 contrôles sont réalisés par an sur le terrain. Bien évidemment, à certains endroits, vous trouverez toujours encore un certain nombre de situations ou de dysfonctionnements qui méritent d'être corrigés. Mais la tendance lourde dans laquelle cette filière est engagée aujourd'hui, elle est précisément de mettre de l'éthique et de la responsabilité dans l'attitude et le comportement. Cela renvoie aussi aux conditions dans lesquelles nous attirons des ressources, à la manière dont nous les formons, aux principes fondamentaux auxquels nous les préparons, pour qu'ils soient eux-mêmes exemplaires, même s'ils sont dans un cadre privé, dans leurs relations qu'ils peuvent avoir avec les tiers. Pas question de laisser se développer des pratiques de cow-boy ou des pratiques sauvages qui n'ont rien à voir avec ce que doit être une réponse privée aux problèmes de sécurité. Merci. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ah si, monsieur. Ce sera peut-être la dernière. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, mais comme il y a des horaires à tenir... Allez-y, monsieur, ici. Ah non, c'est déjà parti ailleurs. Bon, bah, allez-y. Oui, vous avez... Bonjour, j'avais la chance d'avoir reçu le micro. Donc, et petite question, jusqu'où pensez-vous va aller la privatisation de la sécurité ? Est-ce qu'on sera dans des contextes comme la guerre en Irak où on aura des mercenaires payés par l'État pour le faire ? Ça, c'est pour la sécurité physique, on va dire. Mais du côté aussi de la cybersécurité, on va dire, jusqu'où va aller ? Donc là, on a des points de bug bounty, etc. Pour protéger, on fait appel à des privés. Est-ce que demain, s'il y aura l'apocalypse et la cyberguerre, est-ce qu'on va avoir la même chose ? Thierry Delville.
Pour ce qui est de la cyberguerre, le ministère de la Défense, à mon avis, sera compétent sur et il s'est doté et il se dote. D'ailleurs, je vais rejoindre une réunion où on parle de ces sujets dans quelques minutes. Et c'est vrai que ces questions sont portées par un ministère de la Défense qui, progressivement, a vraiment pris ces dernières années une orientation forte sur le traitement de la cyberdéfense. Après, il est incontestable que, pour répondre globalement à votre question, le champ du numérique et la transformation de la société va considérablement élargir l'assiette des risques et donc va ouvrir un marché, comme le disait très justement Yacine Cazard. Aujourd'hui, si vous avez des enfants à orienter et qui se posent des questions sur des marchés ou des marchés porteurs, je pense que la cybersécurité, incontestablement, et le numérique en général, mais la cybersécurité, c'est une bonne piste. Il y a, à mon avis, quelques dizaines d'années devant nous pour aborder ces sujets-là et essayer de résoudre tous les défis auxquels on va être confronté. Voilà. Donc, oui, la réponse est incontestablement oui, ça va continuer à se développer. Merci. Il y avait, je crois, un monsieur qui voulait poser une question. Et un monsieur là-bas aussi. Ah bah, oui. Voilà, bah, on reviendra à vous après, ne vous inquiétez pas. Allez-y. C'est bon ? Oui, oui. Alors, deux questions. Une remarque, ce système, effectivement, de faire appel à des forces privées tient évidemment dans le cadre d'une démocratie bien installée avec toutes les règles de l'état de droit. Évidemment, dès qu'on dérape, on a vite fait de parler on va dire, de Bob Denard ou de paramilitaires. Hein. C'est juste une remarque. La question, c'était, est-ce que vous avez pensé, dans vos futurs effectifs, à tous les nouveaux joujoux, effectivement, de la guerre moderne, que la technologie, que l'intelligence artificielle peut nous apporter, c'est-à-dire les robots gardiens, comme ça existe déjà dans des gares, des robots effectivement qui gèrent la sécurité dans un certain nombre de supermarchés dans d'autres pays. Est-ce que ces effectifs futurs, qui sont aujourd'hui très, très critiqués par leur danger, en tout cas on dit qu'on ne veut pas de robots guerriers, est-ce que vous y pensez pour la sécurité civile ? Oui, on va certainement faire la réponse à plusieurs, mais les robots, je dirais que ça commence déjà effectivement en termes de réflexion à apparaître dans le champ de la sécurité. Vous avez les drones. Les drones, il y a 10 ans, ont testé les premiers mini-drones dans le champ de la sécurité. Quand il y avait un grand événement type G8 ou G20, on demandait à l'armée de nous en prêter un pour faire une surveillance aérienne. Aujourd'hui, surveillance des feux de forêt, surveillance des zones agricoles, même par les coopératives agricoles. Vous avez des offres de services. Il y a plusieurs centaines d'entreprises aujourd'hui qui offrent un service de drone. Il y a plusieurs centaines d'entreprises qui conçoivent eux-mêmes des drones. Mais ça, le marché va se consolider, comme on dit en termes économiques. Et il est clair que ce domaine est aujourd'hui vraiment au cœur des évolutions des métiers de la sécurité. Là où effectivement vous touchez du doigt encore une étape supplémentaire, c'est l'intelligence artificielle. Et quels sont les usages dans la sécurité de l'intelligence artificielle, avec confier la sécurité à des algorithmes pour orienter l'action. Et là, effectivement, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux bien sûr économiques, certains, mais des enjeux très forts d'acceptabilité sociale et sociétale sur ces questions. Et nous y travaillons, nous y réfléchissons avec un certain nombre d'organes de recherche et d'acteurs qui travaillent sur ces questions dans le cadre d'appels à projets sur lesquels nous travaillons. J'ai un colloque très prochainement sur ce sujet. Est-ce qu'il faudra un jour armer les robots ? Ah bah clairement, en France, en tout cas, c'est pas d'actualité. Vous savez qu'il y a eu déjà un usage aux États-Unis pour un forcené où on lui a envoyé un drone qui avait une charge et que cette charge a explosé. Donc c'est tout à fait faisable et ça existe, c'est appliqué, mais en tout cas en France, c'est pas un sujet d'actualité. Claude Tarnay ? Oui, compléter simplement en disant que dans le temps que nous vivons aujourd'hui et pour la filière privée, toutes ces évolutions technologiques sont mises au service de la prévention. Dans la logistique, par exemple, c'est un milieu qui fait fortement appel à la filière privée. Les drones sont aujourd'hui utilisés pour contribuer à la surveillance de périmètres extrêmement larges, avec des caméras embarquées et donc derrière une possibilité pour des agents moins nombreux mais plus expérimentés, puisqu'il faut les former et leur donner
la capacité de piloter des drones, de faire un travail de fond. Les robots également sont sur des espaces extrêmement larges, mis à contribution pour faciliter un travail de ronde préventive dans des espaces dans des périmètres qui sont extrêmement larges. Donc nous sommes surtout sur ce terrain aujourd'hui, mais en même temps, évidemment, impactés par toutes les offres qui sont imaginées et qui peuvent demain conduire cette filière à élargir le champ de ses solutions. Mais nous ne sommes pas, évidemment, dans une logique guerrière. Yassir Khazar. Pour répondre à la dernière question, je vais d'abord repartir sur celle de la confiance, en tout cas la définition de la confiance. Juste pour préciser mon propos, ce n'était pas une injonction, hein. Ça n'invitait pas les gens à subir cette vulnérabilité, mais plus au contraire, à en prendre conscience et à faire le nécessaire. Et c'est ce qui me permet de faire la jonction avec la dernière question, puisque dans tout le débat, on a beaucoup parlé de l'État et du privé et des entreprises. Il ne faut pas oublier le b.a.-ba de l'économie. Il y a 3 acteurs, l'État, l'entreprise et les ménages, les citoyens. Et si on veut être réaliste, l'exercice d'équilibre, il va jouer à 3. Et peut-être pour ouvrir, il faut aussi rappeler que les citoyens ont un rôle à jouer dans ce débat, ont un message, ont une décision par le vote, par la mobilisation, par les associations, par ce genre de choses, pour aussi agir dans ce sens-là et pouvoir aussi maintenir l'équilibre qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui entre les 3 acteurs majeurs de nos sociétés. Voilà. Monsieur, dernière question. Moi, je vais pouvoir poser ma question. C'est juste, vous avez évoqué la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a encore les moyens d'être souverain, mais d'avoir une maîtrise de sa souveraineté numérique? Quand on voit le nombre, la multiplication des attaques, le phénomène du hacking, quid de la souveraineté numérique? C'est un vaste sujet. Si on veut le regarder de manière réaliste, il y a 2 choses. On veut créer ses propres outils. Hein. Par exemple, on peut supposer que la France va décider pour citer le paragraphe un peu, on va dire maintenant un peu drôle, qui est un OS souverain. Je pense que c'est un sujet qui a été mis de côté parce que ça n'avait pas trop de sens. Vu les budgets qu'il faut mettre en place, vu le train de retard qu'il y a par rapport à un Microsoft, à un Apple, à des Linux, et je m'arrêterai peut-être sur cette dernière position, clairement la France a raté le train en termes d'investissement sur des solutions, en tout cas les solutions qui sont à usage massif, comme les OS, donc les systèmes d'exploitation, Windows et compagnie. Par contre, il y a toujours une alternative qui existe et sur laquelle il faut miser, et c'est ce que je disais, qui est soit l'accès aux spécifications, soit utiliser des solutions qui sont open source, qui ne sont pas parfaites. C'est-à-dire, pour ceux qui suivent l'actualité des vulnérabilités, il y a régulièrement des vulnérabilités qui sont dramatiques, qui sont remontées sur des systèmes comme Linux ou autres, qu'il faut patcher rapidement. Donc il faut sortir aussi du monde du bisounours en se disant Linux n'est pas attaqué. Par contre, l'avantage, c'est que si on a les compétences et les moyens, on a accès au code, on peut le regarder, on peut le scruter, on peut l'analyser, on peut le tweaker, on peut le renforcer. Maintenant, c'est une vision stratégique et j'ai envie de dire, c'est aussi un projet de société. Soit on décide de ne pas regarder ça en face et de continuer à utiliser des solutions qui nous échappent. Et pour ceux qui ont oublié, il y a un certain Snowden qui nous a rappelé qu'on peut avoir des alliés, mais ces alliés ne vont pas se gêner pour aller regarder et pour pouvoir utiliser un Patriot Act, tout ce genre de choses. Ou alors on décide de prendre les sujets en main. Ça commence. Il y a des administrations qui commencent à faire le pas, qui commencent à y aller. Je ne pense pas que ça soit perdu, d'autant plus qu'il y a de nouveaux enjeux qui se créent, qui sont maintenant de l'ordre de l'IoT. Donc on est en train d'abandonner les systèmes d'exploitation et on va aller partir sur de nouveaux terrains dans lesquels il y a de nouveaux frameworks, de nouveaux usages. Je pense que c'est le bon moment de se rappeler de ces 10 dernières années et de se dire pour les prochaines années, puisqu'on va se restructurer l'architecture même de nos villes, c'est peut-être le moment de se reposer ces questions-là et d'avoir des investissements massifs pour soit avoir des outils souverains sur ces sujets, soit avoir accès aux spécifications. Thierry Delville, brièvement, parce que j'ai une dernière question qui est arrivée par Internet. Allez-y. Dans le même esprit, sur ce sujet-là, je pense qu'il est aussi important pour que la souveraineté s'affirme à travers des logiques d'achat, sur le secteur économique qui nous intéresse et donc la capacité à faire émerger des PME, des groupes de taille intermédiaire dans le champ de la cybersécurité. C'est aussi
d'avoir le moyen d'adresser à chaque chef d'entreprise, à tous les acteurs économiques, la réflexion profonde qu'ils doivent mener sur en quoi mes données sont importantes, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce que je dois protéger par une solution qui ne doit pas partir de manière incontrôlée dans un cloud dont je n'ai pas la visibilité ou en tout cas sur lequel on me donne simplement peu de garanties. Je crois que c'est ces questions-là. Une fois que les responsables commencent, et je pense que c'est en train de se faire par granularité, en partant des grands groupes vers des entreprises, vers les PME, je pense que l'achat derrière sera plus significativement orienté vers des entreprises qui justement contribuent à cette émergence d'une souveraineté qui ne sera pas forcément une souveraineté numérique française mais plutôt européenne, et qu'en même temps, un autre point doit être travaillé et qui constitue encore une fragilité de notre dispositif, c'est que autant les Américains et un certain nombre de pays sont capables de faire émerger des champions et des entreprises à qui on a beaucoup de start-up, mais après, vous savez bien qu'il y a un certain nombre de seuils dans l'évolution de la vie d'une entreprise et que pour vivre ces seuils, on a besoin de fonds d'investissement. Et dans ce domaine-là, même s'il y a un très très fort et un appui important de la BPI et des acteurs publics, il faut évidemment que le monde économique développe dans le champ de la sécurité aussi une réponse propre. Et ça, c'est encore, je dirais, à monter, à bâtir. Allez, on va. Dernière question qui est arrivée donc par Internet, c'est l'Institut Mirabeau qui le pose. On va redescendre sur Terre, vous allez voir, on va passer du numérique à quelque chose beaucoup plus basique. Pourquoi ne pas ouvrir un port d'armes personnel pour les agents en capacité opérationnelle, FSI, militaires d'active ou en retraite, garde nationale? Cela permettrait un maillage du territoire et de prévenir les actes du terrorisme. Il faut absolument regarder le citoyen comme un agent actif de sécurité publique à l'image des premiers secours en matière médicale. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une approche un peu, je sais pas, la question c'est un port d'armes un peu généralisé, c'est ça? En tout cas, oui, il a précisé les militaires, les policiers à la retraite, les gardes nationales. Oui. Bon, écoutez, je sais pas, je serai amené à être en retraite, mais au garde de mes fonctions, il y aura quand même besoin, si je dois reprendre une arme à mes côtés, que j'aille de temps en temps au stand de tir pour m'entraîner et pas tirer à côté. Non, sérieusement, je pense qu'on peut se féliciter d'avoir une législation qui a quand même un contrôle de l'armement, même si tout n'est jamais parfait, et voir que même s'il y a toujours évidemment le risque de voir apparaître des armes qui s'achètent par des origines de l'Est, de l'Ouest, etc. En tout cas, on a une législation en France qui encadre très sérieusement les personnes en droit de détenir une arme. Et quand bien même il y a eu des réflexions, il y a des réflexions et des évolutions constatées pour des segments très particuliers où la sécurité privée peut être dotée d'un armement. Tout cela est strictement encadré. Je pense qu'il est peu souhaitable d'aller dans l'orientation qui est proposée. Je partage tout à fait ce sentiment. Je peux vous dire ici que même très étroitement associé à la réflexion du ministère de l'Intérieur sur la possibilité de créer demain un corps d'agents de sécurité armés, donc un corps privé, nous mettons à cela plusieurs conditions fondamentales. Petit 1, une identification très claire des structures qui seront habilitées à exercer cette activité, des prérequis sur l'origine des femmes et des hommes qui pourront intégrer ces entreprises, et ces prérequis aujourd'hui donnent une priorité essentielle à un parcours réussi dans la police, dans la gendarmerie ou dans l'armée ou dans les services spéciaux. Ensuite, des conditions extrêmement claires à l'image de ce que font les transporteurs de fonds pour assurer l'entretien, l'entraînement, le stockage et bien évidemment le renouvellement des compétences. Et puis enfin et surtout, des périmètres strictement encadrés qui ne peuvent concerner que des infrastructures vitales sous le contrôle de l'État, et par conséquent ceci exclut totalement dans notre esprit le fait qu'un agent privé de sécurité puisse un jour être armé dans des espaces ouverts et sans aucun contrôle. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. Merci Gérard, il faut rendre l'antenne. Merci à Thierry Delville, Yassir Khazar et Claude Tarlet.